Tu sais ce qu'on dit sur les filles populaires qui te traitent de vilain petit canard? Les choses peuvent changer lors d'une réunion de 10 ans, et ma chérie, les miennes n'ont pas juste changé. Elles ont carrément basculé, pris feu et décollé en orbite. Mais laisse-moi revenir en arrière, parce que cette histoire commence bien avant la réunion. Elle commence avec moi, 17 ans, debout dans le couloir de Jefferson High, avec mon cœur qui battait si fort que je pensais qu'il allait me casser une côte. Ce souvenir me serre encore la poitrine, même maintenant. Je me dirigeais vers mon casier après le cours de chimie quand je les ai entendus. Madison, Brittany et leur petite bande de disciples parfaitement coiffés, rassemblés près de la fontaine comme une espèce de coven d'adolescentes. Leur voix portait cette tonalité particulière qui signifiait que quelqu'un allait se faire massacrer verbalement. Ce quelqu'un, c'était moi. Je n'arrivais pas à saisir les mots au début, juste le rythme de leur conversation, cette cadence chantante des filles qui avaient perfectionné l'art du meurtre social. Mon estomac s'est serré avant même que mon cerveau comprenne pourquoi. Tu connais cette sensation quand tu marches seul la nuit et que tu entends des pas derrière toi? Cette conscience primitive que tu es une proie? Ouais, c'est ce qui m'a frappé. Puis la voix de Madison a tranché le bruit du couloir comme une lame. Oh mon Dieu, tu l'as vu essayer de parler à Jake tout à l'heure? Genre, sérieusement? Le vilain petit canard pense qu'elle a ses chances. Le monde a basculé. Ma vision s'est troublée sur les bords, comme si quelqu'un avait étalé de la vaseline sur un objectif. Le vilain petit canard, c'est comme ça qu'elle m'appelait. Pas dans mon dos, ça aurait été un geste de pitié. Non, elle m'avait marqué au fer rouge, là, au grand jour, pour que tout le monde entende. Le rire de Brittany était comme du verre qui se brise. J'ai presque pitié d'elle. Presque. Mais puis je me souviens qu'elle pensait vraiment être mignonne dans cette robe au bal de promo. Mes mains ont commencé à trembler. Pas juste frissonner, trembler comme un vrai tremblement de terre. Le cadenas à combinaison de mon casier aurait tout aussi bien pu être écrit en hiéroglyphes, tant il était illisible à travers le flou des larmes que je refusais de laisser couler. Quelqu'un devrait lui dire que les tutos maquillage sur YouTube ne peuvent faire que tant, a ajouté une autre voix. Je crois que c'était Ashley, mais elles se mélangeaient toutes en cette hydre de cruauté. Le couloir a commencé à tourner. Pas métaphoriquement, littéralement tourner, comme si j'étais saoule d'humiliation. Mon visage semblait en feu, cette sensation brûlante quand l'embarras rencontre la rage et qu'ils se battent dans ton sang. Chaque regard dans le couloir semblait être un projecteur, chaque murmure sonnait comme une accusation. J'ai réussi à ouvrir mon casier je ne sais comment, mes doigts agissant par réflexe tandis que mon cerveau court-circuitait. Les livres que j'ai attrapés auraient aussi bien pu être des briques, tant j'étais incapable de leur porter attention. Tout ce à quoi je pensais, c'était sortir de là, fuir leur voix, leur rire, leur assassinat désinvolte de l'estime de soi que j'avais tant bien que mal rassemblé ce matin-là. Mais voilà le truc quand on a 17 ans et qu'on est humilié devant la moitié de sa classe, on ne peut pas juste partir. Il faut finir la journée, il faut s'asseoir en cours de littérature anglaise et faire semblant que son monde ne vient pas d'exploser. Il faut manger seul à sa table pendant qu'elle trône à la leur, probablement encore en train de rigoler du vilain petit canard qui se prenait pour un cygne. Le reste de cette journée s'est écoulé dans un brouillard de honte et de rage. Je n'arrêtais pas de repasser leurs mots dans ma tête, chaque répétition les rendant plus tranchants, plus venimeux. Le vilain petit canard, comme si j'étais une sorte d'image avant, dans leurs histoires parfaites d'après. Ce soir-là, je me suis fixée dans le miroir de ma chambre jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Vilain petit canard, les mots résonnaient dans ma tête comme un mantra d'autodestruction. J'ai catalogué chaque défaut qu'elle voyait, mon nez un peu trop large, mes sourcils qui n'en faisaient qu'à leur tête, ma peau qui explosait au pire moment, mes cheveux qui avaient leur propre volonté, généralement chaotique. J'ai pleuré jusqu'à ce que mon visage soit gonflé et rouge, ce qui n'a fait qu'empirer les choses parce que ça confirmait tout ce qu'elles avaient dit. Même mes pleurs étaient laids. Mais quelque part entre les larmes et la haine de soi, autre chose a commencé à grandir. Quelque chose de froid, de dur et de patient. La rage, pas le genre explosif et brûlant qui s'éteint vite, c'était différent. C'était le genre de colère qui s'installe dans vos os et s'y fait un foyer. Le genre qui murmure au lieu de crier, qui planifie au lieu de réagir. Je me suis fait une promesse cette nuit-là, fixant mon reflet strié de larmes. Un jour, d'une manière ou d'une autre, j'allais leur montrer exactement ce que ce vilain petit canard pouvait devenir. J'allais prouver que leur opinion de moi valait moins que le gloss qu'elles remettaient constamment. Les années suivantes au lycée ont été un enfer particulier. Pas parce qu'elles ont continué à m'insulter, ça aurait été trop facile. Non, elles ont fait pire. Elles m'ont ignorée. Complètement.
comme si j'étais un meuble, ou du papier peint, ou quelque autre élément oubliable du décor. Vous savez ce que c'est d'être invisible dans un endroit où on vous force à exister 8 heures par jour? Que les conversations s'arrêtent quand tu approches, pas parce que tu n'es pas la bienvenue, mais parce que tu ne vaux littéralement pas la peine d'être remarqué? C'est comme être un fantôme dans sa propre vie. Madison regardait à travers moi dans les couloirs. Brittany faisait comme si je n'existais pas quand on était assignés au même projet de groupe. Elles avaient perfectionné l'art de l'assassinat social. Pas juste te tuer, mais te faire disparaître complètement. Mais j'apprenais aussi, je les observais, je les étudiais comme des spécimens sous un microscope. J'ai mémorisé leurs routines, leurs insécurités, leurs petites cruautés. J'ai classé chaque détail, chaque faiblesse, chaque moment de vulnérabilité qu'elles pensaient que personne d'autre n'avait remarqué. Parce que voici ce qu'elles ne comprenaient pas à propos des vilains petits canards. On ne reste pas moche pour toujours. On apprend juste à attendre notre heure. Le jour où j'ai eu mon diplôme, j'ai regardé Madison et Brittany dans leurs robes parfaites, avec leur sourire parfait, et j'ai souri en retour. Pas parce que j'étais heureuse de les voir, mais parce que je savais quelque chose qu'elles ignoraient. Ce n'était pas la fin de notre histoire. C'était juste l'entracte. 10 ans. C'est le temps qu'il m'a fallu pour me préparer au moment où je les reverrai. 10 ans pour me transformer de leur vilain petit canard en quelque chose qu'elles ne verraient jamais venir. Et pendant que je traversais cette scène pour recevoir mon diplôme, je planifiais déjà exactement comment j'allais leur faire ravaler chaque mot qu'elles avaient jamais dit sur moi. L'université, c'est là que j'ai appris la différence entre la vengeance et la justice. La vengeance est brûlante, désordonnée, et généralement se retourne contre vous de façon spectaculaire. La justice? La justice est froide, calculée et chirurgicale. La justice attend le moment parfait pour frapper. Et j'avais 10 ans pour perfectionner ma technique. Les 2 premières années après le diplôme, je l'admets, j'étais un désastre. Je me réveillais certains matins et la première chose dont je me souvenais était leur rire résonnant dans ce couloir. Ma colocataire à State pensait probablement que j'avais des problèmes de gestion de la colère parce que je commençais à marmonner au hasard à propos de leur montrer, tout en mangeant des céréales de stress à 2 heures du matin. Les blessures étaient encore fraîches, saignaient encore sur toutes mes tentatives d'avoir une expérience universitaire normale. Mais puis quelque chose a fait tilt pendant ma 3e année. J'étais dans ma chambre d'étudiant, en train de faire défiler Facebook, parce que oui, c'était à l'époque où Facebook était encore populaire, et j'ai vu la photo de profil de Madison. Elle était à une fête, entourée des mêmes visages insipides du lycée, jouant encore à la reine des abeilles, dans ce qui ressemblait à un bassin considérablement plus petit. La légende disait quelque chose du genre « Je vis ma meilleure vie », avec environ 17 cœurs. Mon premier réflexe a été cette sensation familière d'inadéquation. Regarde-la, toujours parfaite, toujours populaire, toujours tout ce que je n'étais pas. Mais ensuite, j'ai vraiment regardé la photo. Les angles étaient soigneusement choisis, l'éclairage était stratégique. Le sourire était juste un peu trop large, trop forcé. Et soudain, j'ai réalisé quelque chose qui m'a frappé comme un éclair de lucidité. Elle en faisait trop. C'est là que j'ai compris le défaut fondamental de mon raisonnement. J'avais fonctionné en partant du principe qu'elles vivaient des vies parfaites sans effort pendant que je luttais pour trouver ma place dans le monde. Mais si ce n'était pas le cas? Et si leur règne au lycée avait été le sommet et que tout ce qui suivait n'était qu'une tentative désespérée de recapturer ce moment doré? J'ai commencé à faire attention différemment, pas de manière obsessionnelle, j'avais une vie à construire après tout, mais de façon stratégique. Je vérifiais leurs réseaux sociaux tous les quelques mois, cataloguant les schémas. Les posts de Madison devenaient plus fréquents, plus désespérés de validation. Brittany s'était fiancée à un type qui avait l'air d'avoir aussi atteint son apogée au lycée, et leur drame relationnel se jouait dans des sections de commentaires passifs-agressifs pour que tout le monde puisse voir. Pendant ce temps, je devenais tranquillement tout ce qu'elle n'avait jamais pensé que je pourrais être. Ça a commencé par de petits changements. J'ai découvert que mes cheveux ingérables n'étaient pas du tout ingérables. Ils avaient juste besoin des bons produits et de quelqu'un qui savait comment travailler avec les boucles au lieu de lutter contre elles. J'ai découvert que mon sens de la mode bizarre était en fait plutôt avant-gardiste quand j'ai arrêté d'essayer de copier leur style formaté et que j'ai commencé à développer le mien. Mais la vraie transformation n'était pas externe, elle était interne. J'apprenais des choses qu'elles n'avaient jamais pris la peine d'apprendre parce qu'elles n'avaient jamais eu à le faire. Je développais de vraies compétences, de vraies connaissances, une vraie profondeur. Pendant qu'elles se reposaient sur leur réputation de lycée, je construisais quelque chose de réel. J'ai fait des études en communication avec une spécialisation en psychologie.
Non pas parce que je prévoyais d'être thérapeute, mais parce que je voulais comprendre exactement comment des gens comme elles fonctionnaient. Je voulais savoir ce qui les faisait tourner, quelles étaient leurs insécurités, comment elles justifiaient leur cruauté envers elles-mêmes. Le savoir, c'est le pouvoir, et j'en collectais comme un dragon amasse l'or. Les études supérieures, c'est là que j'ai vraiment trouvé mon rythme. J'ai choisi un programme en marketing digital et gestion de marque, en partie parce que j'étais douée pour ça, mais surtout parce que je savais que ça me donnerait des compétences qu'elles n'avaient même jamais pensé à développer. Pendant qu'elles postaient des selfies en espérant des likes, j'apprenais à construire des récits capables de faire ou défaire des réputations d'un simple clic. Ma thèse portait sur la psychologie des réseaux sociaux et les effets à long terme des hiérarchies sociales du lycée sur le comportement adulte. J'ai interrogé des centaines de personnes, étudié des modèles, analysé des données. Et tu sais ce que j'ai découvert? Les gens comme Madison et Brittany ne changent presque jamais. Ils vieillissent juste et deviennent plus désespérés, s'accrochant à leurs années de gloire comme à des bouées de sauvetage sur un navire qui coule. Mais voici où ça devient intéressant. J'ai aussi découvert que les gens comme moi, ceux qui se sont fait rabaisser au lycée, nous avons un super pouvoir. Nous sommes habitués à être sous-estimés. Nous sommes habitués à nous battre pour tout ce que nous obtenons. Et nous sommes absolument putain de dangereux quand nous finissons par comprendre notre valeur. 7 ans après l'obtention du diplôme, je travaillais dans une agence de marketing boutique en ville, spécialisée dans la gestion de crise et la réhabilitation de réputation. Ironique, non? J'étais littéralement payée pour nettoyer les dégâts de gens qui avaient probablement été aussi cruels que mes bourreaux du lycée. Mais j'étais douée, vraiment douée. Je comprenais comment manipuler les récits, comment changer la perception publique, comment faire croire aux gens l'histoire que je voulais qu'ils croient. C'est là que j'ai commencé à planifier. Pas la vengeance, ça allait toujours arriver, mais le comment? Le quand? Le comment parfait et dévastateur. Je savais que la réunion des 10 ans approchait. Je recevais les invitations Facebook, les posts réserver la date, les tentatives de plus en plus désespérées du comité d'organisation pour susciter la participation. Madison était dans le comité, bien sûr. Elle s'y était nommée de la même façon qu'elle s'était nommée à tout le reste au lycée. Certaines choses ne changent jamais. Le plan a commencé simplement, me pointer en étant superbe, prospère et complètement indifférente à leur existence. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que ce n'était pas suffisant. C'était juste gagner par défaut. C'était les laisser s'en tirer facilement. Non, je voulais qu'elles sachent, je voulais qu'elles comprennent exactement ce qu'elles avaient déchaîné quand elles avaient décidé de faire de moi leur sac de frappe verbale. Je voulais qu'elles réalisent que leur cruauté désinvolte avait des conséquences et que ces conséquences se tenaient juste devant elles en talons de créateur et avec un sourire assez tranchant pour couper le verre. Mais comment détruire l'image de soi de quelqu'un sans devenir le méchant? Comment les faire face à la vérité sur elles-mêmes sans avoir l'air d'être celle qui a un problème? C'est alors que je me suis rappelé quelque chose que mon prof de psychologie avait dit. Les vérités les plus dévastatrices sont celles que les gens se racontent à eux-mêmes. Je n'avais pas besoin de les attaquer. Je n'avais pas besoin de les embarrasser ou de les humilier ou de faire un esclandre. Il fallait juste que je leur montre exactement ce qu'elles avaient perdu quand elles avaient décidé que je ne valais pas leur temps. Il fallait que je leur fasse réaliser que leur opinion sur moi avait été spectaculairement, embarrassamment fausse. La transformation physique était la partie facile. Je m'entraînais régulièrement depuis la fac, pas pour maigrir, foutaise, mais pour devenir forte. J'avais trouvé un coach personnel qui se spécialisait dans la construction de la confiance en soi en même temps que les muscles, et elle m'avait appris à me porter comme si je possédais chaque pièce dans laquelle j'entrais. Ma garde-robe avait évolué de « j'essaie trop de m'intégrer » à élégamment naturel avec juste une pointe d'audace. J'avais appris la différence entre cher et précieux, entre tendance et intemporel. J'avais développé mon propre style au lieu de copier le leur. Et il s'avère que quand tu t'habilles pour toi-même au lieu de chercher l'approbation des autres, tu as l'air 1000 fois mieux. Mais le vrai travail était mental. J'avais passé des années en thérapie, pas parce que j'étais brisée, mais parce que je voulais me comprendre mieux qu'elle ne se comprendrait jamais elle-même. J'avais travaillé sur mes insécurités, affronté mes démons, et j'étais ressortie de l'autre côté avec une conscience de soi qui était à la fois mon armure et mon arme. Je savais exactement qui j'étais maintenant. Je savais ce que je valais. Et je savais que leur opinion sur moi n'avait jamais eu trait à moi. Ça avait trait à leurs propres insécurités, leurs propres peurs, leur propre besoin de se sentir supérieurs à quelqu'un. La réunion était programmée pour un samedi soir en octobre.
J'avais surveillé la page de l'événement Facebook comme un faucon, notant qui venait peut-être, qui ne venait définitivement pas. Madison et Britney étaient toutes les deux confirmées, bien sûr. Elles en parlaient depuis des mois, partageant des souvenirs et disant à quel point elles étaient excitées de rattraper le temps avec tout le monde. J'ai attendu la semaine d'avant pour confirmer ma présence. Juste un simple « je viens ». Sans commentaire, sans excitation, sans indication que je planifiais ce moment depuis près d'une décennie. Qu'elle se demande, qu'elle se rappelle que j'existais, si elle se rappelait même de moi. La veille de la réunion, je me suis tenue devant mon miroir en pied et j'ai souri. Pas le faux sourire que j'avais perfectionné pour les événements de networking, mais un vrai. Prédateur peut-être, mais réel. J'étais putain de magnifique. Pas parce que j'avais adhéré à leurs critères de beauté, mais parce que je les avais complètement transcendés. Je portais une robe qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens, mais impossible de le deviner en la regardant. Elle était discrète, élégante, le genre de truc qui murmurait « argent » au lieu de le crier. Mes cheveux étaient lisses et brillants, mon maquillage était parfait mais d'apparence naturelle, et mes chaussures étaient le genre qui vous faisait marcher plus droite rien qu'en les enfilant. Mais la vraie arme n'était pas ce que je portais. C'était ce que je transportais. Dans mon sac à main de créateur, j'avais des cartes de visite pour ma nouvelle entreprise, l'agence de marketing que j'avais lancée 6 mois plus tôt et qui rapportait déjà 7 chiffres par an. J'avais des photos sur mon téléphone du penthouse que je venais d'acheter, des vacances que j'avais prises à Santorin, du gala de charité où j'avais été honorée pour mon travail avec les initiatives anti-harcèlement. J'avais une vie qui était tout ce qu'elle n'avait jamais pensé que je pourrais accomplir. J'avais un succès qui était basé sur la substance, pas seulement la surface. J'avais une confiance qui venait du fait de savoir exactement qui j'étais et de quoi j'étais capable. Et j'avais un plan. Le plan n'était pas compliqué. Il n'avait pas besoin de l'être. Parfois, les stratégies les plus efficaces sont les plus simples. J'allais entrer dans cette réunion en ayant l'air d'1 million de dollars et j'allais être charmante et gentille et intéressée par la vie de tout le monde. J'allais poser des questions réfléchies et faire des compliments sincères et être le genre de personne dont tout le monde se souviendrait comme étant adorable. Et quand Madison et Britney essaieraient inévitablement d'affirmer leur ancienne domination sociale, quand elles feraient inévitablement un commentaire sur à quel point j'avais l'air différente ou à quel point c'était surprenant, que j'ai si bien réussi, j'allais sourire. J'allais les remercier pour la motivation. J'allais leur faire savoir que leur harcèlement avait été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée parce que ça m'avait appris exactement le genre de personne que je ne voulais jamais être. Et puis j'allais m'en aller, les laissant s'étouffer avec la réalisation qu'elles avaient créé leur propre némésis. Le vilain petit canard était sur le point de devenir un cygne, mais pas n'importe quel cygne, un cygne avec des dents. J'ai vérifié mon reflet une dernière fois, ajusté mon rouge à lèvres et me suis dirigée vers la porte. Il était temps de leur montrer exactement ce que 10 ans de développement du caractère pouvaient faire. C'est parti, les salopes. Le gymnase du lycée Jefferson avait été transformé en quelque chose qui essayait très fort d'avoir l'air élégant, mais ressemblait surtout à un gymnase portant une robe de soirée. Le tissu drapé ne pouvait pas cacher les paniers de basket et aucun éclairage d'ambiance ne pouvait masquer cette odeur tenace de décennies de sueur d'adolescents et de rêves brisés. Mais tu sais quoi? C'était parfait, absolument parfait pour ce que j'avais prévu. Je me suis arrêtée à l'entrée, contemplant la scène comme un général qui examine un champ de bataille. La table d'accueil était tenue par des gens que je reconnaissais vaguement, d'anciens membres du conseil étudiant qui avaient probablement atteint leur apogée quand ils avaient pu écrire « secrétaire » sur leurs candidatures universitaires. Derrière eux, le gymnase bourdonnait de cette énergie particulière des gens qui tentent désespérément de prouver qu'ils ont fait quelque chose de leur vie. Mon cœur faisait ce truc bizarre où j'avais l'impression qu'il battait au ralenti, chaque battement délibéré et puissant. Pas nerveuse. Plus maintenant. C'était de l'anticipation. C'était le moment vers lequel j'avais construit pendant 10 ans et chaque cellule de mon corps le savait. La fille à la table d'accueil, Sarah quelque chose, ancienne capitaine de l'équipe de débat, a levé les yeux vers moi avec cette expression polie mais vide que les gens portent quand ils essaient de replacer un visage. Je l'ai regardée faire cette petite danse de confusion des yeux. Elle savait qu'elle devrait me reconnaître, mais les calculs ne tombaient pas juste dans sa tête. « Salut !» Non pour la liste question. Sa voix avait cette jovialité forcée de quelqu'un qui travaille dans la vente. « Emma Harrison !» J'ai dit, et j'ai regardé son visage passer par une série de micro-expressions. Confusion, reconnaissance, chocolate.
Un bref moment de ce qui aurait pu être de la panique. Bingo. Oh! Oh mon Dieu, Emma! Tu as l'air... Elle s'est arrêtée, cherchant clairement des mots qui ne seraient pas insultants. Tu as l'air incroyable! Tellement différente. J'ai souri, le genre de sourire qui n'atteint pas vraiment tes yeux, mais qui n'essaie pas de cacher quoi que ce soit non plus. Merci, Sarah. Tu as exactement la même tête. Ce n'était pas un compliment. J'ai pris mon badge, avec ma photo de terminal, qui ressemblait à une situation d'otage, et je l'ai épinglé sur ma robe. Qu'ils voient l'avant et l'après. Qu'ils assimilent vraiment la transformation. Le gymnase était divisé en groupes sociaux prévisibles. Les sportifs étaient près du DJ, essayant encore de revivre leurs années de gloire. Les gars du théâtre avaient réclamé un coin près de la table de rafraîchissement, discutant probablement de la production avant-gardiste qu'ils avaient vue le week-end dernier. Et là, tenant leur cours près du centre de la salle comme si l'endroit leur appartenait, il y avait Madison et Brittany. Elles avaient l'air de personnes qui avaient essayé de retrouver leur moi de 18 ans pendant la dernière décennie. La robe de Madison essayait trop fort de faire jeune et tendance, atteignant ce point délicat entre désespéré et inapproprié pour quelqu'un qui approche de la trentaine. Les cheveux de Brittany étaient coiffés exactement comme au lycée, mais maintenant ça faisait moins parfait sans effort et plus accroché au passé. Mais voilà le truc, quand on étudie vraiment ses ennemis pendant 10 ans, on apprend à voir au-delà des apparences. Le sourire de Madison était juste un peu trop large, son rire juste un peu trop fort. Elle travaillait la salle, mais ça faisait jouer, comme si elle était une actrice qui incarnait le rôle de quelqu'un de populaire. Brittany n'arrêtait pas de toucher sa bague de fiançailles, la faisant tourner autour de son doigt dans ce que je reconnaissais maintenant comme un tic d'anxiété. Elle ne m'avait pas encore vue. Elles étaient trop occupées à être le centre d'attention, entourées de la même orbite de gens qui les suivaient partout au lycée. Certaines choses ne changent jamais, mais certaines choses changent. Je me suis dirigée vers le bar. Oui, ils avaient installé un bar dans le gymnase, parce qu'apparemment le comité d'organisation avait décidé que l'alcool était le seul moyen de rendre ça supportable. Sage décision. J'ai commandé un gin tonic, citron vert en plus, et j'ai profité du temps pour continuer ma reconnaissance. Emma putain de Harrison. Je me suis retournée pour trouver Mike Chen, ancien matheux et actuel millionnaire de la tech, si son profil LinkedIn était exact. Il me souriait comme si je venais de faire un tour de magie. Mike Chen, j'ai répondu, sincèrement contente de le voir. Mike avait été l'une des rares personnes au lycée qui m'avait traité comme un être humain au lieu d'un paria social. J'ai entendu dire que tu avais vendu ta boîte pour un pognon de dingue. Un pognon de dingue, c'est ça? Mais regarde-toi, tu as l'air de sortir d'un magazine. Il a secoué la tête, émerveillé. Tu te souviens quand on déjeunait ensemble parce qu'on était tous les deux trop bizarres pour les populaires? Je me souviens que tu étais trop intelligent pour eux. Moi, j'étais juste trop moche. Je l'ai dit de façon neutre, sans une trace d'apitoiement. L'expression de Mike a changé, est devenue plus sérieuse. Tu n'étais jamais moche, Emma. Tu étais juste entourée de connards qui te faisaient te sentir comme ça. Et voilà, la première fissure dans les fondations du récit que je portais depuis 10 ans. Mike m'avait vue à l'époque, vraiment vue, quand je ne pouvais pas me voir moi-même. Cette prise de conscience m'a frappée comme une sensation physique, une chaleur qui se répandait dans ma poitrine. Merci, j'ai dit sincèrement. Ça compte vraiment beaucoup. En plus, Mike a continué, son sourire revenant. Regarde-toi maintenant. Tu es comme la vengeance incarnée. Dis-moi que tu prépares quelque chose de diabolique. J'ai ri, d'un vrai rire cette fois. Définir diabolique? Emma? Emma Harrison? La voix derrière moi a fait se contracter tous les muscles de mon corps. Je m'y attendais, je m'y étais préparée, mais l'entendre m'a quand même envoyé une décharge dans tout le système, comme si je touchais un fil électrique. Je me suis retournée lentement, délibérément, laissant l'anticipation monter. Madison se tenait là, et j'ai eu un moment de parfaite clarté. Elle était exactement comme dans mes souvenirs, mais plus petite d'une certaine manière. Pas physiquement. Elle était toujours grande, avait toujours cette silhouette soigneusement entretenue, mais plus petite en présence. L'aura dominante qu'elle avait maniée au lycée s'était estompée, laissant derrière elle quelqu'un qui essayait très fort de paraître importante. « Madison », ai-je dit, ma voix parfaitement neutre. « Comment ça va ?» Ses yeux faisaient cette chose que ceux de Sarah avaient faite, essayer de concilier la personne en face d'elle avec le souvenir qu'elle avait gardé. Mais là où Sarah avait été sincèrement ravie, Madison avait l'air déstabilisée. « Je vais bien !»« Je vais super bien, en fait. »« Tu as l'air... » Elle s'est arrêtée et je pouvais voir son cerveau travailler, essayant de comprendre comment gérer cette situation.
Tu as l'air vraiment différente. Merci, ai-je dit, comme si elle m'avait fait un vrai compliment. Tu as l'air exactement la même. Encore une fois, pas un compliment. Mike observait cet échange avec une joie à peine dissimulée. Il avait des places au premier rang pour ce qu'il reconnaissait clairement comme l'acte d'ouverture de quelque chose de spectaculaire. « Alors, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci » a demandé Madison, sa voix portant cette tonalité particulière qui signifiait qu'elle pêchait des informations qu'elle pourrait utiliser pour réaffirmer sa supériorité. « Je dirige une agence de marketing, » ai-je dit simplement. « Et toi ?»« Oh, je suis dans la vente pharmaceutique. C'est vraiment difficile, tu sais. Une industrie très compétitive. Vente pharmaceutique. Autrement dit, j'emmène les médecins dans des restaurants chers et j'espère qu'ils prescriront le médicament que je pousse ce mois-ci. J'avais fait mes recherches. Je savais exactement ce qu'elle faisait et je savais exactement ce qu'elle gagnait en le faisant. Ça a l'air intéressant, ai-je menti avec aisance. Tu es toujours en contact avec tout le monde du lycée? Oh, absolument. Brittany et moi sommes toujours super proches. Elle est là ce soir d'ailleurs. Tu devrais venir lui dire bonjour. L'invitation était lancée avec le genre de faux enthousiasme qui dissimulait à peine le calcul sous-jacent. Elle voulait m'amener vers leur groupe, rétablir les anciennes dynamiques, rappeler à tout le monde, moi y compris, exactement où j'avais été dans la hiérarchie sociale. Parfait, j'adorerais, ai-je dit, et je le pensais d'une façon qui l'aurait terrifiée si elle avait été assez intelligente pour le comprendre. La traversée du gymnase me faisait l'effet d'une marche triomphale. Je sentais les regards posés sur moi, je percevais l'onde de curiosité et de reconnaissance qui se propageait dans la salle. La fille qui avait été invisible était soudain très, très visible. Brittany était en train de raconter une histoire sur les préparatifs de son mariage quand nous nous sommes approchés. Elle a levé les yeux et j'ai vu son visage passer par les mêmes expressions que tous les autres. Confusion, reconnaissance, chocolate. Mais par-dessous tout ça, autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Oh mon Dieu !» dit-elle, la voix étranglée. « Emma !»« Salut Brittany !» dis-je, lui offrant le même sourire serein que je peaufinais depuis le début de la soirée. « Félicitations pour tes fiançailles. » Elle baissa automatiquement les yeux vers sa bague, la faisant tourner autour de son doigt. « Merci. Wow. Tu as l'air différente, » complétai-je obligeamment. « Je sais. J'entends ça toute la soirée. » Le groupe autour de nous s'était tu, sentant la tension sans vraiment la comprendre. C'étaient des gens qui se souvenaient des anciennes dynamiques, qui se rappelaient exactement comment ces interactions se passaient avant. Mais le script avait changé, et ils n'étaient pas sûrs de ce que leurs répliques étaient censées être. « Alors, » dit Madison, essayant visiblement de reprendre le contrôle de la conversation. Emma nous parlait justement de son truc marketing. Son truc marketing. Comme si j'avais mentionné vendre des bougies sur Facebook au lieu de diriger une agence à 7 chiffres. « C'est une agence de marketing », corrigeai-je doucement. On se spécialise dans la gestion de crise et la réhabilitation de réputation. « Oh !» dit Brittany, et je pouvais pratiquement voir les rouages tourner dans sa tête. « C'est vraiment spécifique. »« Ça l'est !» acquiesçai-je. Je me suis lancée là-dedans parce que j'ai été fascinée par la façon dont les gens construisent leur identité, surtout pendant les années formatrices. Comment les histoires qu'on se raconte sur qui on est peuvent devenir si figées qu'on ne les remet jamais en question, même quand elles sont complètement fausses. Le silence qui suivit était assourdissant. Je sentais le groupe digérer mes mots, essayant de déterminer si je parlais de ce qu'ils pensaient que je parlais. « C'est vraiment intéressant », dit Ashley Peterson, qui avait fait partie de leur cercle intime, mais avait toujours été plus suiveuse que meneuse. « Genre, comment tu veux dire ?»« Eh bien, » dis-je, prenant une gorgée de mon gin tonic. « Prenez le lycée, par exemple. Tout le monde développe ses idées figées sur soi-même et les autres basées sur si peu d'informations. La fille populaire, l'intello, l'athlète, la... » Je fis une pause, laissant le moment suspendu dans l'air. Le vilain petit canard. Le visage de Madison devint blême. La main de Brittany se porta à sa gorge, un geste inconscient de protection. « Mais voilà le truc avec ces étiquettes, » continuai-je, ma voix toujours parfaitement agréable, conversationnelle. Elles sont presque toujours fausses. Elles se basent sur une fenêtre de temps si étroite, des circonstances si spécifiques. Les gens changent, les gens évoluent, les gens deviennent des choses qu'il aurait été impossible d'imaginer quand ils avaient 17 ans. « Exactement », dit Madison rapidement, essayant clairement de rediriger la conversation. Genre, jamais j'aurais imaginé que je finirais dans la vente. J'ai toujours pensé que je serais dans la mode ou quelque chose de créatif. « Qu'est-ce que tu imaginais que je deviendrais ?» demandai-je, me tournant directement vers elle.
La question resta suspendue dans l'air comme un défi. Les yeux de Madison se promenèrent autour du groupe, cherchant des issues de secours, des alliés, n'importe quoi pour éviter de répondre. Je ne sais pas. Je n'avais pas vraiment... Elle s'interrompit, réalisant que toute réponse serait un aveu de combien peu elle avait pensé à moi. « Tu n'y as pas pensé du tout, » dis-je, sans méchanceté. « Ce qui est compréhensible. Je n'étais pas vraiment sur ton radar à l'époque. On avait tous nos propres trucs en cours, » dit Brittany rapidement, essayant d'apaiser la tension. « Tu sais comment c'est le lycée? » « Je sais comment c'est le lycée, » acquiesçai-je. Je m'en souviens très clairement. Je me souviens de beaucoup de choses très clairement. Le groupe commençait à s'agiter inconfortablement. Certains d'entre eux commençaient à se rappeler des incidents spécifiques, des cruautés spécifiques, des moments spécifiques où ils avaient regardé sans rien faire ou participé activement à me rendre la vie infernale. « Emma, » dit Madison, sa voix prenant un ton légèrement suppliant, « si jamais on a... Enfin, s'il y a jamais eu quoi que ce soit... » « Quoi que ce soit de quoi ?» demandai-je, ma voix toujours parfaitement agréable. « Si jamais on t'a fait du mal ou quoi que ce soit, on était juste des gamins, tu sais. On était tous en train de se chercher. Et voilà, le moment que j'attendais. La reconnaissance, enveloppée dans une excuse, mais une reconnaissance quand même. « M'avait fait du mal ?» répétai-je, comme si j'étais vraiment confuse. « Oh, tu veux dire le truc du vilain petit canard ?» Le silence qui suivit était si complet que je pouvais entendre le DJ changer de musique à l'autre bout de la salle. Madison et Brittany avaient toutes les deux l'air de vouloir disparaître dans le sol. « Tu t'en souviens ?» chuchota Brittany. « Je me souviens de tout, » dis-je simplement. « Je me souviens d'être debout devant mon casier, de t'entendre m'appeler comme ça. Je me souviens de ce que ça faisait, comment ça m'a fait remettre en question tout ce que j'étais, comment ça m'a fait détester ce que je voyais dans le miroir. » La culpabilité sur leur visage était presque palpable, mais je n'avais pas terminé. « Mais voici ce que je veux que vous sachiez, » continuai-je, ma voix se réchauffant d'une gratitude sincère. Ce moment, ce surnom, cette cruauté gratuite, c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. La confusion remplaça la culpabilité sur leur visage, parce que ça m'a appris quelque chose d'inestimable. Ça m'a appris que les opinions des autres sur moi n'étaient que des opinions. Ça m'a appris que j'avais le choix, je pouvais laisser vos mots me définir ou je pouvais me définir moi-même. Et j'ai choisi de me définir moi-même. Je fis un geste vers moi, vers la femme que j'étais devenue. « Alors merci », dis-je, et je le pensais vraiment. Merci de m'avoir montré exactement le genre de personne que je ne voulais jamais être. Merci de m'avoir motivé à devenir quelqu'un de meilleur. Merci d'avoir prouvé que le vilain petit canard n'était pas laid du tout. Il était juste entouré de gens qui ne pouvaient voir la beauté en rien qui ne leur ressemblait pas exactement. Madison pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Brittany me fixait comme si je parlais une langue étrangère. « Emma, » dit Madison, sa voix à peine audible, « je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. »« Je sais que tu l'es, » dis-je doucement, « et je te pardonne. » Pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite d'être libérée de porter cette colère en moi. Je finis mon verre et le posai sur une table à proximité. « J'espère que vous aurez toutes les deux des vies merveilleuses, » dis-je, et je le pensais aussi. « J'espère que vous découvrirez qui vous êtes quand vous n'essayez pas d'être qui vous étiez à 17 ans. J'espère que vous trouverez le genre de bonheur qui vient du fait d'être vraiment de bonnes personnes, pas juste des personnes populaires. » Je me tournais pour partir, puis m'arrêtais et regardais par-dessus mon épaule. Oh, et Madison? Ce truc de vente pharmaceutique? Il y a une entreprise qui s'appelle Meridian Therapeutics qui cherche quelqu'un avec exactement ton profil. Le salaire est environ 40% mieux que ce que tu gagnes maintenant et ils sont beaucoup plus éthiques dans leur pratique. Tu devrais te renseigner. Ses yeux s'élargirent. Comment tu... Je connais du monde, dis-je avec un sourire. Je connais beaucoup de monde maintenant. Il s'avère que quand tu ne gaspilles pas ton énergie à être cruel envers les autres, tu as beaucoup plus de temps pour construire de vraies relations. Et sur ces mots, je m'éloignais, les laissant digérer ce qui venait de se passer. Je fis le tour de la salle, bavardant avec d'anciens camarades de classe, rattrapant le temps perdu avec des gens qui m'avaient vraiment manqué, créant de nouveaux liens avec des personnes qui avaient grandi pour devenir des adultes intéressants. Je dansais avec Mike Shen, qui était un excellent danseur et un conversateur encore meilleur. J'ai ri avec les passionnés de théâtre, qui étaient tous devenus exactement aussi talentueux et excentriques que je l'avais prévu. J'ai même parlé boutique avec quelques anciens sportifs qui avaient canalisé leur esprit de compétition dans des entreprises étonnamment prospères. Mais surtout, j'observais Madison et Brittany. Elles sont restées encore 1 heure, mais elles étaient différentes maintenant, plus calmes,
plus réservée, elles n'arrêtaient pas de me regarder de l'autre côté de la salle, et je pouvais les voir essayer de digérer ce qui s'était passé, essayer de comprendre comment la dynamique de pouvoir avait basculé si complètement. Quand elles sont finalement parties, elles n'en ont pas fait tout un spectacle. Elles ont simplement rassemblé leurs affaires discrètement et se sont éclipsées, comme si elles revenaient d'un enterrement plutôt que d'une réunion d'anciens élèves. Je suis restée jusqu'à la toute fin, jusqu'à ce que le DJ joue le dernier morceau et que les lumières se rallument et que les décorations commencent à être démontées. J'ai aidé Sarah et les autres membres du comité à nettoyer parce que c'est ce que font les gens bien. Elles m'ont remerciée avec effusion, m'ont dit combien c'était formidable de me voir, combien elles étaient fières de ce que j'avais accompli. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, mon téléphone a vibré avec un message. C'était de Madison. Merci pour ce que tu as dit à propos de Meridian. Je me suis renseignée. Tu as raison. C'est exactement ce que je cherchais. Je ne sais pas pourquoi tu m'as aidé après tout ça. Mais merci. J'ai souri en tapant ma réponse, parce que tout le monde mérite une chance d'être meilleur que ce qu'il était. Sa réponse est arrivée immédiatement. Tu es quelqu'un de bien mieux que je ne te l'ai jamais accordé. Je suis désolée qu'il m'ait fallu 10 ans pour m'en rendre compte. J'ai rangé mon téléphone et je suis montée dans ma voiture. Le trajet du retour était calme, paisible. Je ne pensais plus à la vengeance, ni à la justice, ni à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je pensais à quel point c'était bon d'être exactement qui j'étais, d'être bien dans ma peau, de savoir que j'avais construit quelque chose de vrai et de significatif avec ma vie. Le vilain petit canard était devenu un signe. Mais plus important encore, elle était devenue quelqu'un qui pouvait aider d'autres vilains petits canards à trouver leurs ailes. Et ça, ai-je pensé en m'engageant dans mon allée, c'était la plus belle transformation de toutes. C'était il y a 3 mois. 3 mois depuis que je suis sortie de ce gymnase, en ayant l'impression d'avoir enfin fermé un chapitre de ma vie qui était resté ouvert bien trop longtemps. On pourrait penser que ce serait la fin de l'histoire, pas vrai? Vengeance accomplie, justice rendue, vilain petit canard transformé en magnifique cygne qui peut s'envoler vers le coucher de soleil la tête haute. Mais voici ce que personne ne vous dit à propos de la vengeance. Elle n'est jamais aussi satisfaisante qu'on l'imagine. Ne vous méprenez pas, voir Madison et Brittany enfin comprendre ce qu'elles avaient fait, enfin affronter les conséquences de leur cruauté désinvolte, c'était tout ce que j'avais imaginé que ce serait. Le regard de reconnaissance dans leurs yeux quand elles ont réalisé qu'elles avaient créé leur propre némésis, le poids de leur culpabilité, quand elles ont compris à quel point leurs mots m'avaient blessée, le choc de découvrir que leur victime était devenue plus accomplie qu'elle n'avait jamais rêvé de l'être. Ouais, tout ça c'était putain d'incroyable. Mais vous savez ce qui était encore mieux? Le moment où j'ai choisi d'aider Madison au lieu de la détruire. Elle a effectivement postulé pour ce poste chez Meridian Therapeutics, au fait. Elle l'a eu aussi. Elle m'a envoyé un message LinkedIn 2 semaines plus tard, disant que c'était la meilleure décision de carrière qu'elle ait jamais prise, me remerciant encore pour le tuyau. L'ancienne moi aurait été agacée qu'elle profite de ma gentillesse après tout ce qu'elle m'avait fait endurer. Mais la nouvelle moi, la vraie moi, était sincèrement heureuse pour elle. C'est là que j'ai su que j'avais vraiment changé. Pas seulement à l'extérieur, pas seulement en termes de succès ou d'apparence ou de confiance, mais fondamentalement, j'étais devenue quelqu'un qui pouvait faire preuve de grâce envers des gens qui ne m'en avaient jamais accordé. J'étais devenue quelqu'un qui pouvait aider un ennemi à devenir une meilleure personne au lieu d'essayer simplement de lui faire du mal en retour. Le truc dingue, c'est que je n'avais jamais eu l'intention que ça se passe comme ça. J'avais passé 10 ans à planifier leur chute, à imaginer leur humiliation, à fantasmer sur le moment où je prouverais que leur vilain petit canard était devenu un signe. Mais quand le moment est arrivé, quand j'étais là debout à regarder 2 femmes qui avaient atteint leur apogée au lycée et qui essayaient désespérément de s'accrocher à leur pertinence, j'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. J'ai eu pitié d'elles. Pas assez pitié pour les laisser s'en tirer, elles devaient affronter ce qu'elles avaient fait, devaient comprendre l'impact de leurs actions. Mais assez pitié pour réaliser que les détruire ne réparerait rien en fait. Ça n'effacerait pas la douleur qu'elles m'avaient causée. Ça ne guérirait pas magiquement la fille de 17 ans qui s'était tenue près de son casier avec des larmes dans les yeux. Seul moi pouvais faire ça. Seul moi pouvais choisir d'arrêter de porter leur poison avec moi. Les semaines qui ont suivi la réunion étaient bizarres. J'attendais sans cesse que l'autre chaussure tombe, que l'euphorie de la victoire s'estompe et me laisse me sentir vide. Mais ça n'est jamais arrivé. Au lieu de ça, je me sentais légère. Comme si j'avais porté un sac à dos plein de pierres pendant 10 ans et que je l'avais finalement posé. J'ai commencé à mieux dormir.
J'ai arrêté de consulter leurs réseaux sociaux de manière obsessionnelle. Je les ai même complètement supprimés de mes contacts, pas par colère mais par véritable désintérêt. Leur vie n'était plus pertinente pour la mienne. C'était juste des gens que j'avais connus, des gens qui m'avaient enseigné une leçon importante sur la résilience et l'estime de soi, des gens auxquels je pouvais penser sans que ma poitrine se serre de cette vieille rage. Mais la vraie surprise est venue quand j'ai commencé à recevoir des messages d'autres personnes qui étaient à la réunion. Apparemment, la nouvelle de ce qui s'était passé ce soir-là s'était répandue, mais pas de la façon dont je m'y attendais. Au lieu de commérage sur le drame ou la vengeance, les gens parlaient de transformation, de seconde chance, de la possibilité de devenir quelqu'un de meilleur que ce qu'on était au lycée. Sarah de la table d'accueil m'a envoyé un message, demandant si j'accepterais de parler dans un lycée local sur le fait de surmonter le harcèlement. 3 autres anciens camarades de classe m'ont contacté pour partager leurs propres histoires de traumatisme du lycée et de guérison à l'âge adulte. Même certains anciens amis de Madison et Brittany m'ont contacté, s'excusant pour leur propre rôle dans la cruauté désinvolte qui avait défini nos années d'adolescence. C'est là que j'ai réalisé que ma vengeance était devenue quelque chose de plus grand que la vengeance. Elle était devenue un catalyseur pour la croissance d'autres personnes, la guérison d'autres personnes, les transformations d'autres personnes. L'histoire du vilain petit canard ne me concernait plus seulement, elle concernait quiconque s'était déjà fait dire qu'il n'était pas assez bien, assez beau, assez cool, assez précieux. J'ai commencé à parler dans les écoles, partageant mon histoire non pas comme un récit de triomphe sur les filles méchantes, mais comme un rappel que les opinions des autres sur vous ne sont que des opinions. Que les étiquettes que les gens vous collent au lycée n'ont pas à vous définir pour le reste de votre vie. Que parfois la plus belle chose que vous puissiez faire est de refuser de laisser la cruauté de quelqu'un d'autre vous rendre cruel en retour. La première fois que j'ai raconté l'histoire à un groupe d'adolescents, j'ai vu leur visage changer quand ils ont réalisé que la fille maladroite, peu sûre d'elle, moche, de l'histoire était devenue la femme confiante et accomplie qui se tenait devant eux. Mais plus important encore, je les ai vus réaliser qu'ils pouvaient faire la même transformation, pas en changeant leur apparence ou en essayant de devenir populaires, mais en décidant que leur valeur n'était pas déterminée par l'approbation de quelqu'un d'autre. C'est là que j'ai compris quelle était la vraie morale de l'histoire du vilain petit canard. Il ne s'agissait jamais de devenir beau selon les standards de quelqu'un d'autre. Il s'agissait de reconnaître que vous étiez beau depuis le début. Vous aviez juste besoin de temps pour grandir en vous-même, pour découvrir qui vous étiez vraiment sous toutes les étiquettes et les attentes et les limitations que les autres avaient placées sur vous. Madison et moi, on a fini par prendre un café il y a quelques semaines. C'est elle qui m'a contactée. Elle m'a dit qu'elle avait repensé à ce que j'avais dit lors de la réunion, sur le fait de devenir quelqu'un de meilleur que celle qu'on était à 17 ans. Elle voulait savoir comment j'avais fait, comment j'avais réussi à transformer non seulement ma situation, mais toute ma perception de moi-même. On a parlé pendant 2 heures. Elle a beaucoup pleuré. Elle s'est encore excusée, plus précisément cette fois, pour des incidents spécifiques et des cruautés particulières que j'avais honnêtement oubliées. Elle m'a raconté ses propres insécurités au lycée, ses propres peurs de ne pas être assez bien, son besoin désespéré de se sentir supérieur à quelqu'un, n'importe qui, pour valider sa propre valeur. Ça n'excusait pas ce qu'elle avait fait, mais ça l'expliquait. Et comprendre le pourquoi derrière la cruauté de quelqu'un, j'ai découvert, c'est la première étape pour vraiment lui pardonner. À la fin de notre conversation, j'ai réalisé que Madison et moi, on n'était pas si différentes. On avait toutes les deux été des ados peu sûrs d'elles qui essayaient de comprendre qui on était dans un monde qui semblait déterminé à nous catégoriser et nous juger. La différence, c'est qu'elle avait géré son insécurité en rabaissant les autres, tandis que moi, j'avais géré la mienne en me construisant. En retournant à ma voiture ce jour-là, j'ai pensé à moi à 17 ans, debout près de mon casier avec des larmes dans les yeux, et j'aurais voulu pouvoir revenir en arrière et lui dire ce que je savais maintenant, que ces filles qui la traitaient de moche ne la voyaient pas clairement, que leur opinion d'elle était le reflet de leurs propres limites, pas des siennes, qu'elle était déjà belle, déjà précieuse, déjà digne d'amour et de respect et de gentillesse. Mais peut-être que c'est ça le truc. Peut-être qu'on a tous besoin de traverser notre propre phase de vilain petit canard, de ressentir la piqûre du rejet et la brûlure d'être sous-estimé pour pouvoir apprécier la beauté de devenir exactement qui on est censé être. Les filles populaires m'appelaient « vilain petit canard » parce qu'elles ne pouvaient pas voir ce que j'allais devenir. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais été un vilain petit canard. J'étais juste un cygne qui n'avait pas encore appris à voler. Et maintenant je plane. Les rôles se sont inversés, effectivement.